Bonjour à tous. Je suis Ibrahim Dosso, donc directeur stratégie et commercial du groupe Omoa. Je remercie l'ensemble des participants s'être connectés pour ce premier webinaire, on va dire de l'ère Omoa. Avant tout propos, je tiens à remercier également la participation des différents intervenants qui vont se succéder dans le cadre de ce webinaire, à commencer donc par le DG, le directeur général du JMUEMOA, M. Koulibaly Minayen Niang, le représentant du JIMAC également qui sera présent, ainsi que Olivier Husser qui va représenter Thales, le leader mondial de la sécurité, et la directrice de notre centre de personnalisation et de processing qui est basé à Lomé, Diane Manga, qui seront donc les intervenants dans le cadre de ce webinaire. Je vais partager mon écran pour partager effectivement l'agenda que nous allons dérouler pendant les 3 quarts d'heure là, qui vont nous occuper, ainsi que l'organisation de ce webinaire, et ensuite nous rentrerons dans le vif du sujet. Alors, dans le cadre de ce webinaire, nous allons aborder 3 sujets, 3 thématiques qui vont tourner autour de la carte bancaire. Le premier thème va concerner les schémas de cartes régionaux, qui seront représentés par le GMUEMOA pour la zone UEMOA, donc Afrique de l'Ouest francophone, le JIMAC pour la zone CEMAC, donc Afrique centrale. Au cours de ces thèmes, nous aurons la chance d'avoir un retour d'expérience et la vision éclairée des 2 représentants de ces illustres institutions. Le second thème va nous permettre de traiter des sujets d'innovation, de personnalisation, de branding. Et ce thème-là va être traité par Thales, qui est le partenaire de Omoa sur le sujet, effectivement, de la personnalisation des cartes bancaires. Et nous terminerons cette session de webinaire sur la sécurité, la proximité client et les coûts qui sont attachés à la personnalisation des cartes bancaires. En termes d'organisation, pour que ce webinaire effectivement se passe bien, il y a un certain nombre de règles il faudra qu'on respecte. À savoir, je demande à chacun des participants de bien vouloir couper leur micro et leur caméra, pour que la bande passante puisse être la plus efficiente possible et permettre au maximum de personnes de pouvoir participer, écouter les différents échanges qui auront lieu au cours de ce webinaire. S'agissant des questions et ou éventuellement des contributions que vous aurez à faire, n'hésitez pas à utiliser le chatbox qui est prévu à cet effet. Nous recueillerons l'ensemble des questions qui seront posées, voire des contributions qui seront transmises via ce canal-là. Nous y répondrons effectivement dans la mesure du possible en fonction du temps effectivement qui nous restera à la fin de la session pour pouvoir y répondre. Autre élément, le webinaire sera enregistré et il sera partagé sur notre page LinkedIn afin de permettre éventuellement à vos collègues, aux collaborateurs qui n'auront pas pu se connecter, se joindre à nous, de pouvoir l'écouter, prendre un peu plus de recul, revenir vers nous s'il y a d'éventuelles questions pour qu'on puisse effectivement traiter les différents points qui resteront encore flous. Le dernier point, c'est qu'on va faire une fiche récapitulative des différents points abordés et qu'on vous partagera, à vous les participants, une espèce de pense-bête, je dirais, qui va vous permettre justement de pouvoir avoir par devers vous les différents constats, les différents points clés évoqués pendant ce webinaire et que nous espérons via lequel nous espérons pouvoir vous apporter un certain nombre de questions aujourd'hui, de réponses aux questions que vous vous posez sur la carte, le devenir de la carte par rapport au mobile, par rapport aux différentes initiatives que nous avons dans nos différentes zones respectives, qu'elles soient Afrique de l'Ouest ou Afrique centrale. Et in fine, comment se positionne la carte dans ces différentes initiatives-là. Alors, on va démarrer par le premier thème. Et les questions vont tourner autour de la vision et de la stratégie du régulateur. Et ma première question va va être posée au directeur général du JMUEMOA, M. Koulibaly.
Bienvenue, Monsieur Koulibaly. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? Et ensuite, on passera à la série donc, de questions-réponses. Vous m'entendez maintenant? Voilà, parfait, on vous entend. Ouais, donc, je dis bonjour, Monsieur Dosso, et merci à vous et à toute l'équipe d'Omoa de nous avoir associés à ce webinaire. Je suis Koulibaly Minaïnian, je suis le directeur général du gym UEMOA depuis le 1er mars 2020. Et voilà, j'ai plutôt un parcours d'ingénieur en informatique. Je travaille chez des intégrateurs, chez des éditeurs, et le gym est ma première expérience côté client. Et c'est plutôt une expérience très enrichissante. J'y suis depuis 1er février 2019. Très bien, merci DG. Donc, ma première question va être d'ordre un peu général, dans le sens où effectivement, on se retrouve aujourd'hui dans un environnement de plus en plus concurrentiel, hein, où l'on oppose à tort ou à raison la carte et le mobile, puisque l'Afrique aujourd'hui, on a une forte prédominance du mobile hein, dans l'ensemble des transactions en termes de taux d'équipement. Au niveau du JMUEMOA, quelle est la vision sur justement le devenir de la carte? Est-ce que cette opposition que l'on constate dans les différents échanges, dans les différents discours, voire même dans les différentes conférences, est-ce que cette opposition est justifiée selon vous? Je pense que non. C'est pas, les deux ne sont pas pareils du tout. Vous avez la carte qui est un instrument, je dirais, établi, reconnu mondialement avec de solides standards. La carte a généré des associations mondiales, EMVCO, PCI DSS pour la sécurité. On ne peut pas citer, on peut pas me dire la même chose pour le mobile money. La carte est utilisée de partout dans le monde par le mobile money. Le mobile money doit réfléchir à sa propre structuration en tant qu'instrument de paiement. Si elle veut s'opposer à la carte, il faudrait qu'elle soit capable de construire le même niveau de standard. Et comme ça, on dira que le mobile money constitue des rails de paiement. Aujourd'hui, ça ne peut pas être constitué des rails de paiement parce que ce n'est même pas interopérable. Même quand on tente l'interopérabilité, ça reste un moyen de paiement très restreint, très limité en termes de services par les régulateurs. On ne peut pas mettre plus de 2 millions dans un wallet mobile, monnaie. On ne peut pas faire plus de 10 millions de transactions dans le mois. Le mobile money, les cas d'usage les plus utilisés aujourd'hui dans le mobile, selon les dernières statistiques de 2023, de fin 2023, c'est le rechargement du wallet, le retrait cash et le transfert P2P. C'est tout. Le reste est très anecdotique. Le paiement marchand reste encore embryonnaire au niveau du mobile money. Donc, il ne faut pas les opposer. Mais il faut reconnaître une chose au mobile money, c'est qu'en tant qu'instrument de paiement, même pas structuré, même pas standardisé, le mobile money aujourd'hui, quand on regarde les statistiques toujours à fin décembre 2023, le mobile money a dépassé largement la carte dans notre région, mais a du mal à pénétrer dans les régions à forte dominante carte bancaire. Il va de soi. Donc, il faut en tenir compte, mais le mobile money doit être encore structuré pour apporter sa plénitude. Et dans ce besoin d'être structuré, c'est là que les deux se croisent. Le mobile money et la carte peuvent se croiser. En tout cas, nous, au niveau du gym, je ne laisse pas suivre moi. Au-delà des statistiques, je ne crois pas qu'il soit nécessaire de rappeler, mais je peux le rappeler. Au 31 décembre 2023, on a à peu près de 200 millions de comptes de monnaie électronique dans l'UEMOA. Contre à peine, je dirais, c'est vraiment pas, c'est très anecdotique, il y a 8 millions de cartes bancaires, par exemple, dans l'UEMOA, sur la même période. Si on prend en termes de volume, c'est 10 milliards de transactions pour le mobile money contre 196 millions pour la carte. En termes de montant, ben c'est quoi, 198 milliards de dollars d'euros pardon, pour le mobile money et 25 milliards d'euros pour la carte. Donc, oui, le mobile money dans l'espace UEMOA est largement adopté par le secteur informel comme par le secteur formel. Et
Cela nous renvoie un message, c'est que la régulation qui en est faite n'est pas méritée par le mobile money, mais elle est justifiée par le fait que le mobile money manque de structuration de type carte bancaire, comme l'est de la carte bancaire. Donc, le travail à faire selon le GIM, et ce travail a commencé, il est très avancé, c'est que le schéma de paiement du GIM, UEMOA, prenne le lead et spécifie le mobile money comme un instrument de paiement carte bancaire. Donc, en associant le mobile money sur les rails de la carte, donc en appliquant au mobile money les standards de la carte, la rigueur des protocoles de la carte, pour avoir un mobile money qui continuera d'exister comme il est aujourd'hui, mais qui, dans la pratique, entre les systèmes, entre les différents acteurs, fonctionnera comme une carte bancaire. Si on le fait, alors on décloisonne le mobile money et la régulation définie ne s'applique plus, puisque c'est celle de la carte qui s'appliquera. Donc, ça veut dire que je peux avoir mon wallet Orange. Si le wallet Orange a adopté les spécifications du schéma de paiement du GIM, qui auront été préalablement définies et présentées, alors ce wallet Orange Money, je peux l'utiliser dans tout l'espace UEMOA, comme on peut utiliser la carte GIM dans tout l'espace UEMOA. Ensuite, il y a les accords d'acceptation réciproque qui sont en cours d'élaboration au niveau du GIM. On vient justement le 24 avril dernier de lancer l'acceptation réciproque du GIM vers international, ce qui fait 31 pays à couvrir par la carte GIM. On va boucler le projet avec la Mauritanie, GIMTEL. Donc, on va s'étendre en Mauritanie. La carte GIM sera acceptée en Mauritanie. On a un autre projet qui est aussi ouvert avec les différentes entités du Maroc pour que la carte GIM soit acceptée sur les GAB marocains et sur les TPE marocains, donc CMI, HPS Suisse, et ainsi de suite. Et ça va continuer comme ça dans l'environnement immédiat de l'UEMOA. Et si ce portage du mobile money sur les rails de la carte du GIM devient effectif et aussi adopté par les acteurs, ben, le mobile money suivra le même schéma. En ce moment, il y aura une convergence entre la carte et le mobile money. Et on conjuguera le meilleur des deux mondes. Donc, pour nous, la stratégie 4 du JMIE-MOI, c'est de faire déjà cette consolidation et ensuite de considérer que la carte bancaire doit nécessairement évoluer vers une identité transactionnelle. C'est le deuxième volet de notre stratégie 4. Donc, ce qui fait que non seulement on unifie les fondations, on saura alors que nous avons une adhésion la plus large au sein de nos consommateurs et on essaie maintenant d'aller plus loin dans la digitalisation en associant à cette carte GIM une identité transactionnelle avec tout ce que ça comporte comme identité, donc eKYC, l'infrastructure eKYC régionale qui est déjà prête, testée et opérationnelle, reste à la lancer officiellement. L'ID Wallet, parce que le eKYC aboutit à l'ID Wallet. Et cet ID Wallet, étant associé à la carte, va naturellement être tokenisable et donc l'identité numérique va se dégager de ce point de vue. Voilà, pour l'instant, je ne veux pas en dire plus, mais ce que nous faisons en termes de cartes dans la région UEMOA. Très bien, merci bien DG. Donc effectivement, on voit qu'il y a quand même un certain nombre d'initiatives et notamment l'acceptation donc des cartes GIM à l'international et donc en dehors de la zone UEMOA. Vous avez évoqué la Mauritanie, vous avez évoqué le Maroc, mais plus généralement, effectivement, en termes de taux d'équipement, ce point vous l'avez relevé, à savoir 8 millions de cartes aujourd'hui dans la zone. Ce nombre est relativement faible. Selon vous, qu'est-ce qui, on va dire effectivement vulgairement parlant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné au niveau des banques pour ne pas avoir effectivement un taux d'équipement qui soit somme toute équivalent en termes de proportion à ce qu'on peut observer dans le Moyen-Orient, dans le Maghreb ou voire même en Europe. Selon vous, au regard de votre expérience dans le métier, voilà, quels ont été les facteurs, on va dire, négatifs qui n'ont pas permis d'avoir un taux d'équipement relativement important? Le taux d'équipement en carte est à corréler au taux de bancarisation. Le taux de bancarisation strict dans l'UEMOA est de 25%. Donc, vous comprenez que 75% de la population n'est pas bancarisée. Et on achète une carte en général, une carte de débit associée à
à un compte bancaire. Et les banques ont pris l'habitude et bon, elles pensent que c'est la bonne stratégie de déployer, de mettre des cartes internationales, Visa, Mastercard. Les modèles économiques de ces cartes, de ces schémas de paiement, ne sont pas du tout adaptés aux populations en termes de coûts. Donc, ces cartes ne sont pas accessibles au grand nombre. Déjà, si on prend les 25%, même pour les 25%, ça devient compliqué de disposer d'une carte. Mais elles sont étant bancarisées, elles obtiennent une carte. Et c'est là où l'erreur, la deuxième erreur est faite par les banques. Elles donnent les cartes Visa ou Mastercard à tout venant. Elles se piègent elles-mêmes sans s'en rendre compte si on regarde le modèle tarifaire de ces géants mondiaux. Quand vous disposez d'une plastique avec le logo de Mastercard, le logo de Visa, cette carte est censée faire un nombre moyen de transactions. Et si vous donnez cette carte à un client qui ne fait pas ce nombre moyen de transactions, vous êtes pénalisé dans la tarification qui est faite par Visa et Mastercard. C'est une évidence. On gère les relations Visa Mastercard pour le compte de certaines banques, puisque nous offrons une offre mutualisée d'émission de cartes internationales et de gestion même du membership. Nous sponsorisons des banques auprès de ces deux géants. Nous sommes membres principaux de ces deux géants depuis 2005. Donc, nous avons étudié de fond en comble le modèle et nous protégeons nos membres, ceux qui nous ont fait confiance. Et c'est des bagarres à n'en plus finir. Donc, quand vous avez ce genre de difficultés, vous comprenez que la carte ne peut pas avoir de beaux jours. Ce qui va permettre à la carte de décoller, c'est que le schéma de paiement domestique prenne toute sa place. On ne peut pas demander à Visa et à Mastercard de tenir compte de nos populations pauvres. Ce sont ou de faire de l'inclusion. C'est le schéma de paiement domestique qui a cette mission. À lui alors de créer des produits cartes qui sont adaptés aux populations et qui sont accessibles aux populations. C'est ce que nous avons fait avec le GIM, mais nous devons l'amplifier avec l'avènement du mobile et de la digitalisation. Nous devons digitaliser rapidement la carte pour que, et créer ce front commun entre carte et wallet pour que finalement tout le monde puisse avoir une carte bancaire à la hauteur de sa poche. Et dans la même manière, ce qui n'a pas marché, ben, c'est ça, le produit n'est pas adapté à la clientèle parce qu'on est resté dans un système emprunté de l'extérieur. On n'a pas cherché à bâtir un produit cadre adapté aux besoins endogènes des populations. On n'a pas tenu compte de leur nature. Ça, c'est un. De deux, quand on fait dans une stratégie 4, il faut aussi une stratégie d'acquisition. Donc, il faut construire les infrastructures d'acquisition. Toutes les banques émettent, mais très peu investissent dans le volet acquisition, notamment les GAB, les TPE. Il y a 4400 GAB pour tout l'UEMOA. Je ne dirais même pas 4400, c'est 4100 GAB pour tout l'UEMOA. Et c'est en régress, ça en baisse. Année après année, le nombre de GAB baisse. L'UEMOA, c'est 3 200 000 km². C'est 142 millions d'habitants. 75% de jeunes. On a 4400 GAB. Jusque-là, les GAB servent uniquement à retirer de l'argent, alors que les GAB peuvent servir à être des points-service. Donc, manque d'investissement dans l'infrastructure d'acquisition, ça, c'est la deuxième grosse raison de la faiblesse de la carte. Et aussi, les TPE, il n'y a que 18 000 TPE pour tout le mois. Bon, avec un tel tableau, c'est tout à fait normal. Et donc, il faut se saisir de la digitalisation, il faut se saisir du niveau d'adoption du mobile money pour comprendre que veut le client et essayer de reconstruire un produit carte bancaire émis par le schéma de paiement domestique et qui correspondent vraiment aux usages de la population de l'UEMOA. Voilà ce que je pourrais dire concernant ce qui n'a pas marché et ce qu'il y a à faire pour que ça marche. Très bien. Merci bien, DG. Donc, les éléments de réponse ont été très clairs. Donc, une convergence carte, moyen de paiement dématérialisé via les wallets, ouverture vers d'autres pays en dehors de la zone UMOA, nécessité d'investissement pour les banques.
pour transformer in fine donc leur stratégie de distribution carte en produit phare, en réussite. Merci bien. Donc, ma prochaine question va concerner donc le JIMAC, donc qui est représenté donc par Monsieur Freddy Ongba. Comme pour le DG donc du JMUEMOA, ma première question sera d'ordre général. Dans le cadre de vos activités en tant que garant de l'interopérabilité, comment se positionne le produit carte dans la zone CEMAC vis-à-vis effectivement des initiatives que vous avez par ailleurs sur le mobile? Oui, bonjour, hein, bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Freddy Amba, chef service des évolutions au niveau du GIMAC, avec quand même, je dirais, 10 ans d'expérience hein, dans la monétique, que ce soit carte, que ce soit mobile également. Donc, merci déjà d'avoir invité le GIMAC à ce webinaire. Et pour répondre à la question, je dirais que aujourd'hui quand même, il ne s'agit pas d'opposer la carte au mobile, non, hein, mais plutôt d'intégrer les deux dans une logique de complémentarité. Le GIMAC adopte aujourd'hui une vision multicanale et inclusive. La carte bancaire a sa place, le mobile a également sa place. Donc, les deux se complètent. Donc, pour structurer, et aujourd'hui, la carte bancaire, elle est utilisée, hein, par exemple, hein, pour structurer les paiements bancaires et régionaux. Et le mobile, voilà, pour accélérer la pénétration dans les zones rurales et informelles. Qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, la carte, euh, on ne retrouve pas vraiment la carte bancaire dans des zones rurales. Et comme l'a dit hein, le directeur général du gym tout à l'heure, même en Afrique centrale, on a un faible taux voilà, de bancarisation dans notre région. Hein. Mais la carte a toujours sa place, le mobile a toujours sa place. Ici, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en place une interopérabilité totale entre ces deux canaux, hein, pour que chaque consommateur puisse utiliser le moyen le plus adapté en fonction de sa situation. Aujourd'hui, on utilise des cartes bancaires pour faire des paiements en ligne, des paiements, voilà, des paiements récurrents, ce genre de choses. Et par contre, sur le mobile, voilà, c'est beaucoup plus pour des transactions, je dirais informelles, voilà, pour faire des petits transferts. Aussi, certes, pour faire des paiements, mais pas à la même hauteur que la carte. Oui. Aujourd'hui, dans notre zone, en zone CEMAC, là, par exemple, le mobile ne peut pas faire des paiements à l'international contrairement à la carte bancaire, que ce soit une carte d'un réseau international ou même une carte JIMAC. Voilà, il y a cette possibilité de faire des paiements sur des sites de e-commerce d'un certain montant que même le mobile ne peut pas faire. Très bien, merci. Donc, votre dernier propos a concerné effectivement les transactions e-commerce. Oui. Euh, comment justement vous voyez le positionnement de nos cartes régionales hein, sur ce segment qui, il est vrai, effectivement, n'est pas encore déployé chez nos marchands. Mais voilà, quelle est l'approche, quelle est votre vision, notamment en termes d'utilisation donc, de cet instrument de paiement, donc de ce moyen de paiement sur les sites e-commerce? Est-ce que la tendance va aller vers celle qu'on connaît aujourd'hui et qui est portée par Visa, Mastercard et Co. Ou est-ce qu'il y a une autre approche, une autre stratégie derrière que vous comptez déployer? Oh, l'idée, c'est d'aller sur la même vision, hein, la même approche que les autres réseaux internationaux, tels que Visa ou Mastercard. Il faut noter qu'aujourd'hui, même le paiement sur Internet, le paiement sur des sites de e-commerce, c'est surtout pour les cartes régionales, la carte régionale, la carte GMAC. Ceci même, c'est une vision je dirais même, hein, du président du comité de direction du GMAC, qui est le gouverneur de la Banque centrale, qui nous a demandé, qui a demandé au GMAC vraiment que la carte GMAC doit pouvoir faire du paiement en ligne cette année. Donc, c'est une vision que nous avons à notre niveau, c'est un objectif que nous avons. Ce sont des projets, ce sont des travaux que nous avons déjà démarrés. Donc, normalement, d'ici la fin d'année, la carte GMAC devra pouvoir faire des paiements en ligne au même titre que les autres cartes internationales, Mastercard, Visa et UnionPay. D'accord. Une dernière question, justement. Carte virtuelle, carte physique. Et la question s'adresse au DG du GME, moi, et également à vous, donc monsieur Yongba. Voilà. Carte virtuelle, carte physique, carte prépayée, carte physique, carte de débit. Selon vous, effectivement, qui prendra le pas in fine? Quelles sont les trajectoires? Quelles sont les statistiques, effectivement, sur ces différents moyens de paiement-là? Et in fine, quelle est finalement, selon vous, les innovations
côté carte qui vont permettre d'améliorer finalement l'expérience client. OK, je commence là. Oui, oui, allez-y, DG. La trajectoire stratégique que nous avons tracée pour la carte, en tout cas au sein de l'UEMOA, fait que le débat du choix entre carte physique, carte virtuelle n'est plus de mise. Il faut éviter de rentrer dans des schémas, dans des cases construites ailleurs qui ne correspondent pas nécessairement à nos besoins. Donc, on fait très attention à cette tendance mondiale-là où tout le monde court pour faire ça. On dit que c'est la vogue, c'est la mode des cartes virtuelles. Tout le monde veut avoir la carte virtuelle. Attention, il faut avoir une stratégie quand même qui a ses racines dans votre marché, qui tient compte de vos habitudes. Quand nous, on a fait cet exercice, on s'est rendu compte que ce qu'on est en train d'entrevoir pour la carte fait qu'elle sera naturellement virtuelle. Ce sera comme la carte virtuelle, mais en mieux. Puisque j'ai dit, on fait la consolidation du mobile money sur la carte. Donc, on porte le mobile money sur les rails de la carte. Ça veut dire que le mobile money sera spécifié comme un instrument de paiement à part entière qui aura des standards et qui seront les mêmes que les standards de la carte. Lorsque cela est fait, on a consolidé carte et mobile money. Mais c'est la carte régionale. Ensuite, on fait que le nouvel ensemble, on le fait évoluer vers la fameuse identité transactionnelle. L'identité transactionnelle, ça fait que c'est comme une carte virtuelle. Parce qu'au fond, cet ensemble de cartes, de PAN, puisque le mobile money génère un PAN, la carte aussi, il y a un PAN. La carte physique, il y a un PAN qu'on met sur le plastique. Lorsque cette carte ou ce wallet doit faire une transaction, ben, on va tokeniser déjà ce PAN et générer un ou plusieurs jetons. Et c'est avec le jeton qu'on fera toutes les autres transactions. Donc, ça veut dire que c'est exactement ce qui se fait sur la carte virtuelle. On a le PAN qu'on utilise au lieu d'utiliser la carte physique. Donc, pour nous, de ce point de vue, il n'y a pas de raison de transiter par ce schéma qui n'est que entre la carte physique et la carte virtuelle, ce n'est que le PAN. Ce qui diffère, c'est le plastique. Je ne crois pas que ce soit vraiment un changement stratégique d'envergure qui corresponde à un besoin de notre marché. Pour nous, il faut aller directement vers la carte en tant qu'identité transactionnelle, mais avant, consolider cette carte avec le wallet pour que le wallet et la carte deviennent des identités transactionnelles. Et à partir de cette identité transactionnelle, qui suppose la tokenisation, donc la sécurisation et l'authentification, on peut tout faire et tout est traçable. Voilà, on peut acheter en ligne avec son jeton. On peut faire un certain nombre de services bancaires financiers avec le même jeton et on sait que ces transactions sont attachées à telle personne. Voilà. Voilà en tout cas la direction vers laquelle nous, on va au sein de l'UEMOA. Donc, on n'a pas ce débat de carte physique, carte virtuelle. Pour nous, c'est un débat dépassé. Très bien, merci. Monsieur Ngongba, une contribution? Oui, bon, je suis du même avis hein, que le directeur général du GMEMOA. Il ne faut pas segmenter l'utilisation de la carte physique à la carte virtuelle. Oui, bon, certes, il faut la segmenter, mais par secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, la carte physique, elle a toujours sa place, surtout dans notre écosystème à nous, suivant notre contexte. Oui. La carte virtuelle également a également sa place, par exemple, pour tout ce qui est paiement en ligne, parce que aujourd'hui, vous arrivez par exemple en zone CEMAC, vous ne pouvez pas retirer votre salaire avec votre carte virtuelle. Oui. Par contre, vu qu'on a encore une forte utilisation du cash dans notre écosystème, qu'on veut bien sûr faire disparaître, malheureusement, des personnes utilisent encore des cartes physiques pour aller récupérer leur salaire aujourd'hui. Vous savez, en général, en moyenne, chaque utilisateur de carte bancaire dans notre région utilise sa carte 2 fois, fait 2 transactions par mois quand le salaire passe, surtout pour les salariés, hein, quand les salaires, par exemple, de moins inférieur ou égal à 300 000 francs. Quand le salaire passe à la fin du mois, il fait une demande de solde, il fait un retrait. Il n'utilise plus jamais sa carte bancaire. Il commence à utiliser le cash. Oui, ça, c'est l'utilisation de la carte physique. Mais par contre, la carte virtuelle, voilà, ça, bien sûr, hein, ça, c'est beaucoup plus utilisé par, je dirais, une autre catégorie de la clientèle pour faire des paiements en ligne, voilà, pour faire des paiements de factures, ce genre de choses, payer Netflix, payer Amazon, voilà, payer des outils, des options sur Internet.
Donc, c'est un peu ça. Donc, aujourd'hui, il ne faudrait pas dire que, voilà, nous allons basculer stratégiquement vers la carte virtuelle parce que même dans notre zone, la carte virtuelle n'a même pas encore vraiment, je dirais, une place importante. Nous n'avons même pas encore fini de développer la carte physique avec les différents use cases qu'on peut avoir derrière cette carte-là. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Très bien, merci. Merci à nos intervenants donc, du GIM et du GIMAC. Merci également donc, à M. Makaki et M. Nkaya pour les questions qui ont été posées. Donc, nous les prendrons et nous répondrons aux différentes questions qui ont été posées. Merci pour vos contributions et aux autres participants également qui continuent de poster donc, des questions. Merci en tout cas sur cette première thématique qui concerne donc, la stratégie sur les cartes. Donc, en résumé, la carte bancaire, effectivement, a un avenir. L'opposition avec le mobile, c'est plutôt une convergence mobile et carte bancaire. Des cas d'usage à développer, des investissements à réaliser au niveau donc, des différents acteurs, en particulier donc, les banques qui sont les distributeurs de ces cartes-là. Une ouverture à l'international qui a été évoquée par le JMUEMOA. Et qu'en est-il côté GIMAC? Donc, c'est l'une des questions, effectivement, à laquelle il faudra répondre dans le futur. Mais in fine, on comprend bien effectivement que la carte, en tant qu'identité transactionnelle, a tout un avenir donc, devant elle au travers des différents systèmes de paiement. Merci donc au DG donc, du GIM et aux représentants du DG donc, du GIMAC. Donc, pour terminer ce webinaire, donc, Diane Manga, qui est donc la directrice du centre de personnalisation de cartes bancaires et de processing donc, du groupe OMOA, va nous apporter effectivement la vision du groupe sur ces notions de sécurité, de proximité client et ces notions de coût. Diane, je te passe la parole. Merci, Ibrahim. Donc, moi, c'est Diane Manga, directeur processing et cadre du groupe pour moi. Donc, à la suite de la brillante intervention donc, du DG du GIM et du représentant GIMAC, qui parlait essentiellement sur l'utilisation de la carte et finalement Thalès qui intervenait sur les supports. Moi, je vais revenir pour compléter un peu lorsqu'on parle de carte, comment on personnalise la carte et tout ça rentrant dans l'émission des cartes auprès des banques. Donc, lorsqu'on parlera de sécurité, de proximité avec le client et tout caché, je vais commencer vraiment par une anecdote. Chaque fois que je discute avec une banque, elle me remonte un besoin d'internalisation de la personnalisation de ces cartes en vue de réduire les délais de mise à disposition des cartes à ses clients. L'objectif à atteindre par cette banque à travers cette demande est qu'elle souhaite être encore plus proche des consommateurs finaux et parfois envoyer un message fort à la concurrence. Donc, par cette volonté d'internalisation, de la personnalisation des cartes, elle ignore beaucoup de choses. On voit, certes, elle va vouloir que l'internalisation puisse lui apporter effectivement de l'aide, ce qui pourrait être le cas, à créer une relation de proximité avec ses clients et une connexion profonde avec le marché. Mais par contre, ce qu'elle oublie, c'est que cette volonté d'internaliser la personnalisation des cartes peut également détruire complètement sa relation avec ses clients et même son image sur le marché à cause des risques auxquels elle, la banque, elle va s'exposer via cette approche-là. Ces risques pourront être de diverses natures, hein. Je crois qu'on connaît tous les risques, je vais les rappeler un peu. L'usurpation d'identité de ses clients. Lorsqu'on peut avoir une manipulation humaine, dans ce circuit-là, ça peut être très, très difficile à contrôler. Ça peut aller jusqu'à la perte financière pour la banque. En gros, on parlera de fraude. Ce qui m'amènera à traiter ce matin du challenge existant entre être proche de ton client et avoir une offre d'émission de cartes qui garantit la sécurité et la maîtrise de ses coûts en tout point. Next, Ibrahim. Donc, chaque fois, on parlera de personnalisation de cartes. Lorsqu'on parlera de personnalisation de cartes, vous devez savoir que dans tout ce processus,
complet d'émission. Parce que l'émission, c'est la banque qui est émettrice. On parle de fabrication du support, on parle de personnalisation et on parle de distribution de cartes par la banque. Et donc, dans tout ce processus, la sécurité n'a jamais été une option. La sécurité n'a jamais été mise au second plan. Elle est obligatoire par tous les réseaux ou les marques de paiement, tels que JMAC, JMEMOI. Donc, ce qui veut dire que dans le processus d'émission des cartes bancaires, à chaque étape, il existe des mesures de sécurité à mettre en place pour garantir l'inviolabilité des données de paiement contenues dans une carte bancaire. Tout commence par la fabrication du support de cartes. Thalès parlait de fabrication de cartes aujourd'hui, on parle des supports innovants, mais lorsqu'ils sont fabriqués, ils doivent respecter des normes et des mesures de sécurité strictes. Ils doivent être, par exemple, certifiés ISO 7810, ISO 7816, ISO 7813, Visa, Mastercard, dont EMV. Ensuite, il est exigé d'avoir des environnements physiques et logiques ainsi que des procédures de personnalisation de cartes qui soient sécurisées et qui respectent les normes. Ces normes qu'on connaît tous, PCI DSF, PCI CPP, PCI SSF, ISO 9001, pour que les marques de paiement puissent agréer un personnalisateur de cartes comme étant capable de pouvoir personnaliser les cartes de leurs membres. Enfin, la banque elle-même, dans son processus de distribution de cartes auprès de ses clients, doit prouver aux différentes marques de paiement dont elle est membre qu'elle est capable d'avoir une gestion étanche de ses clients lors de l'émission de ces cartes, gestion des limites par exemple, gestion des profils visuels conformes, cohérents avec le marché, autres procédures à mettre en place au sein de la banque. Pour faire focus sur le niveau de sécurité à mettre en place en tant que personnalisateur de cartes, il est bon à savoir que l'industrie des cartes attend que le personnalisateur garantisse que les supports de cartes utilisés pour ces services de personnalisation sont sécurisés. Il prouve que sa solution logicielle et de personnalisation et ses équipements physiques sont sécurisés. C'est tout ça qui rentre dans toutes ces certifications que vous voyez affichées. Il doit démontrer que son environnement physique et logique de production est inviolable de l'extérieur et de l'intérieur par un tiers. Et enfin, il doit démontrer sa capacité à mettre en place des procédures et à les respecter à la lettre avec une traçabilité dans toutes les étapes de son activité. Ça, c'est vraiment PCI CPP, PCI DSS et même ISO 9001 qui parlera beaucoup plus sur la qualité et la traçabilité dans des procédures. Voilà. Ce qui veut dire que la personnalisation requiert une sécurité renforcée sur tous les plans pour limiter au maximum les risques sécuritaires que j'ai précédemment relevés, afin que le consommateur final soit satisfait et rassuré lors de l'utilisation de sa carte au quotidien. Et que la banque puisse avoir une activité de qualité pour ses clients, une activité le positionnant comme une référence dans le domaine de l'émission des cartes. Cela étant, cette qualification recherchée par les banques ne s'arrête pas qu'à l'émission, mais également dépend de plusieurs autres points. On va parler de proximité. Le second point à traiter, c'est effectivement la proximité avec son client. La banque souhaite avoir une offre d'émission de cartes qui puisse répondre aux besoins des utilisateurs, c'est-à-dire le consommateur final, son client, qui peuvent se décliner en plusieurs points. Ces besoins-là, c'est lorsque je demande ma carte auprès de mon agence en banque, j'aimerais bien qu'on me délivre cette carte avec des délais très courts. Tout le monde rêve de recevoir sa carte le même jour qu'elle a été commandée. Une carte bancaire adaptée à l'utilisation envisagée. Ça, c'est clair que si on vous donne une carte qui n'est pas adaptée à votre besoin, vous ne serez pas satisfait. La banque souhaite que son offre d'émission de cartes valorise de façon particulière chacun de ses clients. Ceci passant par la prise en compte du profil de chaque client. Besoin de cartes particulières ou de supports particuliers à mettre à la disposition des clients. Thalès tout à l'heure parlait de cartes innovantes présentées pour la segmentation du portefeuille client, par exemple.
Le client veut également, dans cette valorisation, avoir un besoin. Lorsque je parle de client, je parle de la banque, bien entendu. Avoir le besoin, avoir une offre de service, autant pour moi, qui traite de façon particulière le besoin de son client, pas à travers des services de livraison particuliers qui peuvent être express et même livrés chez le client directement. Ce qui veut dire que, pour finir, la banque doit apporter la différence. Elle doit avoir une offre différenciante sur le marché. Chacun doit savoir qu'être détenteur de la carte de la banque A est différent d'être détenteur d'une carte de la banque B. Et ce point est davantage valorisé par la garantie donnée par la banque de la disponibilité maximale du système d'acceptation de ces cartes. Le DG du gym, tout à l'heure, du gym et moi, en parlait. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas qu'à l'émission, mais on va aussi travailler sur le système d'acceptation qui doit être disponible et qui doit pouvoir compléter le fait qu'on a émis une carte. Donc, ce qui veut dire que la banque doit avoir une relation claire et de proximité avec son personnalisateur qui doit comprendre les enjeux du marché actuel. Chaque banque veut réduire ses délais de livraison pour satisfaire ses clients et être proche du marché. Ça, c'est le besoin actuel du marché. Chaque banque souhaite avoir un service de proximité à des coûts maîtrisés. Pas besoin de répondre aux besoins du consommateur final en mettant en risque la rentabilité de son activité. Ça, c'est ce que la banque cherche aujourd'hui. Au vu de ce qui précède, au regard du niveau de sécurité à garantir et du niveau de service à offrir, la banque doit se poser la question sur l'opportunité d'internaliser une activité aussi sensible que celle de personnaliser une carte. Je poserai même une question, c'est n'est-il pas opportun pour la banque de rester sur la distribution de la carte bancaire qui est maîtrisée par elle et de confier aux professionnels de cette activité la gestion des risques liés à la production de ces cartes? Est-ce que nous sommes sur un marché qui est suffisamment mature pour absorber ce type de risque? Je m'en vais à ce point parler des atouts de la solution de moi. La solution de moi, c'est un accompagnement stratégique à l'émission des cas de nos clients. C'est-à-dire que nous sommes disposés à les écouter, nous analysons leurs besoins, parce que les besoins d'une banque ne sont pas identiques aux besoins de la banque suivante, même si ils semblent généralement similaires, mais ils ne sont pas identiques, du simple fait que la cible n'est pas toujours la même, au regard même du positionnement différent de chacune des banques sur le marché. Sur cette base, nous lui proposons des solutions pouvant répondre à son besoin. Enfin, nous l'accompagnons à mettre en place la solution choisie et à mieux contrôler les résultats de la stratégie déployée. Ça veut dire qu'en permanence, on essaye de faire des points réguliers pour savoir si effectivement la solution qui a été déployée, qui a été choisie par lui, correspond à son besoin. On parlera de personnalisation de cartes chez Omoi et je dirais c'est une offre de service claire avec des engagements de livraison entre 2 et 15 jours sur le site qui sera choisi par la banque. Une offre de prix sans coût caché, de prix connu à l'avance. Un site de production principal avec une capacité de production journalière autant pour moi, comprise entre 6 000 et 10 000 cartes. C'est-à-dire qu'on peut produire 6 000 jusqu'à 10 000 cartes par jour. Un site de personnalisation backup garantissant une reprise de la production 30 minutes après incident. Un partenariat stratégique avec Thales, leader mondial de la sécurité. Et pour finir, notre centre de personnalisation de cartes est certifié PCI DSS, PCI CPP, Visa, Mastercard, GMAC, GMEOMOI, ISO 9001. Ça veut dire que nous avons aujourd'hui la capacité d'accompagner toutes les banques dans la zone Afrique subsaharienne à l'émission de leurs cartes. Je vous remercie. Très bien, merci Diane pour cet éclairage sur la notion effectivement portant sur la partie sécurité, proximité et coûts liés aux cartes bancaires.
Nous avons débordé un peu de 3 à 4 minutes le délai qu'on s'était fixé pour ce webinaire. Je tiens à remercier tout particulièrement donc, le DG du GIMUEMOA, le représentant du DG du GIMAC, Thalès via Olivier et Diane pour leur contribution et la contribution des différents participants qui ont posé un certain nombre de questions. Donc, nous allons effectivement revenir vers vous avec les réponses. Et en tout état de cause, je tiens vraiment à saluer cette initiative-là qui a été permise par notre directeur général, donc M. Willems, donc de pouvoir effectivement lancer ces premiers épisodes donc, de webinaire. Donc, notre prochain webinaire va traiter des aspects sécurité sur les paiements avec les spécialistes en la matière, avec les meilleurs spécialistes et nos partenaires sur le sujet. Et ce webinaire devrait se tenir dans le courant du mois de juillet, je pense, si tout va bien. Je vous remercie, donc, chacun des participants, et nous reviendrons vers vous avec donc, les réponses d'une part, mais également l'enregistrement qu'on mettra à disposition donc, sur le réseau social, donc LinkedIn, sur la page donc, au mois. Merci à tous et n'hésitez pas à nous contacter, Diane ou moi-même, si vous avez besoin d'éclairage ou de rendez-vous. Merci et excellente journée à vous.